Donc bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire organisé par le pôle éco-conception et l'ADEME. L'objectif du coup de ce webinaire, c'est de vous présenter un appel à manifestation d'intérêt que vous proposera l'ADEME dans le but de vous accompagner pour expérimenter une démarche d'éco-conception avancée et du coup réaliser de la transition écologique d'organisation. On est 2 du coup personnes à être présentes et à animer du coup ce webinaire. Je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Romain Massenga, je travaille du coup au pôle éco-conception. Je suis chef de projet en éco-conception et en analyse de cycle de vie. Donc j'accompagne des entreprises, dans leurs projets d'éco-conception. Je réalise des évaluations, environnementales, des analyses de cycle de vie simplifiées et aussi de niveau expert, et aussi des formations et la réalisation de revues critiques. Et du coup, voilà, je suis formateur en éco-conception et ACV. Et je vous ai mis mon adresse mail si par la suite vous avez des questions ou autres à la suite de ce webinaire. N'hésitez pas à me contacter par mail. Et Erwan, je vais te laisser te présenter de ton côté. Oui, merci Romain. Donc, moi, Erwan Autray, je travaille à l'ADEME et je coordonne le sujet de l'éco-conception. Alors moi, je suis ravi de voir autant de monde aujourd'hui sur cette AMI qu'on va lancer très, très prochainement dans les prochaines semaines. Ce que je fais à l'ADEME, ou ce que fait l'ADEME en éco-conception, eh bien, c'est le développement d'outils et méthodes. C'est bien sûr les dispositifs de financement public pour réaliser de l'éco-conception et aussi des activités de promotion, de partenariat et de communication, et notamment avec le pôle aujourd'hui. J'en suis ravi. Merci Erwan. Hop, voici le sommaire de ce qu'on va voir du coup durant cette heure. On va définir du coup le contexte qui encadre du coup la création de cet appel à manifestation d'intérêt. On va rentrer ensuite plus dans le détail en décrivant ce qu'est cet appel à manifestation d'intérêt, les projets qui sont attendus et les prochaines étapes. Je vous communique quelques règles de ce temps d'échange du coup qu'on aura. Voilà. Du coup, si vous n'intervenez pas, je vous demande du coup, ça l'est par défaut normalement, mais de couper votre micro et de couper votre webcam si vous n'êtes pas en train de parler. Vous pouvez poser des questions, bien sûr, au fur et à mesure du webinaire. Je vous demande du coup, pour ça, normalement, vous avez une petite icône QR. Vous pouvez du coup, normalement, poser vos questions dedans. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous avez ensuite la conversation, voilà, dans laquelle vous pouvez mettre vos questions si jamais QR vous pose des problèmes ou ne fonctionne pas. On a un temps d'échange à la fin de ce webinaire qui durera 20-15 minutes. Donc là, à partir de là, je reprendrai du coup les questions que vous avez mises par écrit et vous pourrez aussi poser de nouvelles questions, soit par écrit, soit par oral. Hop. Erwan, je vais te laisser la parole. Je pense que du coup, dans un premier temps, c'est bien d'expliquer le contexte, pourquoi du coup l'ADEME lance cet appel à manifestation d'intérêt, quel est le contexte qui encadre cette AMI. Oui, très bien, merci. Le contexte, c'est, vous l'avez à l'écran, c'est notre nouvelle feuille de route pour accompagner l'éco-conception sur les prochaines années. On s'est donné un cadre sur 3 ans, 2024-2026. On voit que autour de nous, il y a un contexte qui fait que on souhaite accélérer l'éco-conception. On prend le pari que demain, tous les produits seront éco-conçus. On fait aussi le constat que l'éco-conception, elle est sectorielle. C'est pas la même chose dans le domaine du textile, l'alimentaire, le numérique, le tourisme. Donc, on travaille secteur par secteur. Et puis aussi, on souhaite s'adapter à la maturité de chacune des entreprises, celles qui sont en transition écologique, mais pas forcément en éco-conception. Elles peuvent être en cycle de vie, mais monocritères. Voilà, donc là, je commence à utiliser les termes de l'éco-conception. Donc, notre feuille de route, elle se décline en 3 grands projets phares. Le premier, c'est l'éco-conception en autonomie. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais pour que vous sachiez, là, on vise à toucher des milliers d'entreprises avec leur fédération
pour développer des gestes d'éco-conception sans regret. Donc, on va tout de suite dans la préconisation d'un geste d'éco-conception et d'un levier d'éco-conception sans regret que l'organisation peut utiliser. On continue à développer et massifier ce qu'on appelle l'éco-conception sur mesure d'un produit ou d'un service. Donc là, c'est tout ce qu'on accompagne aujourd'hui, hein, et notamment par vous, les consultants, que ce soit un diagnostic, que ce soit de l'étude, de la mise en œuvre, que ce soit de la recherche et développement. Je regardais le nombre de dossiers là qu'on a eu depuis le début de l'année. On est à 182 dossiers mi-mai déposés à l'ADEME et à BPI France pour un financement. Donc c'est juste top. Enfin, mais il faut faire encore plus. Et puis la dernière brique, et c'est là que j'en arrive à l'appel à manifestation d'intérêt, c'est qu'on souhaite aussi changer d'échelle. Travailler à l'échelle d'un produit, d'un service, c'est bien, mais travailler à l'échelle de tous les produits, de tous les services de l'organisation, c'est mieux. Donc on souhaite accompagner ce changement d'échelle. Et puis on souhaite aussi accompagner des projets d'éco-conception d'entreprise qui intègrent des objectifs de sobriété. On va revenir hein, tout au long du webinaire sur cette notion de sobriété. C'est nouveau, c'est ambitieux. On est persuadé que c'est un levier important de transition écologique pour rester dans le cadre des limites planétaires. Et donc, je vous donne la définition qu'on va utiliser là, dans cette AMI, c'est qu'une entreprise qui se fixe des objectifs de sobriété, c'est une entreprise qui vise à consommer moins de ressources sur le cycle de vie de son activité, et puis en questionnant ses consommations et son modèle d'affaires. Donc c'est très large, et le fait de se fixer des objectifs de sobriété contribue aussi à éviter des émissions polluantes. Donc c'est parfaitement adapté pour nous au sujet de l'éco-conception, et ça va un cran plus loin. Voilà, donc dans ce contexte, on souhaite ouvrir cette AMI qui est un travail, d'expérimentation et de méthode avec les entreprises engagées sur cette généralisation de l'éco-conception et cette intégration d'objectifs de sobriété. Très bien. Donc, on va rentrer un peu plus en détail dans ce que c'est cet appel à manifestation d'intérêt. Peut-être que la première étape, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est de dire à qui s'adresse l'AMI. Ouais. Alors, on accepte tout le monde. On utilise aussi ce terme d'organisation pour être le plus large possible. Donc, comprendre les entreprises, mais ça peut être aussi des coopératives ou des associations. En fait, c'est toute organisation, mais qui est prête à réaliser sa transition écologique en utilisant la démarche d'éco-conception, qui est rodée depuis déjà un certain nombre d'années, et puis dans laquelle on intègre ces objectifs de sobriété que je viens d'évoquer. Donc, c'est toute taille d'organisation, des très petites entreprises, des moyennes, des ETI, des grandes entreprises. On se fixe non plus aucune contrainte sur les secteurs. Ça peut être super intéressant de tester, de partir avec un panel sur des secteurs différents, sur les enjeux environnementaux, les réductions d'impact environnemental vont être différentes d'un secteur à l'autre. Donc, c'est intéressant de ne pas se fixer de barrières aujourd'hui. Ça peut être aussi B2B ou B2C, quel que soit le maillon de la chaîne de valeur. Donc, des projets portés par une entreprise, une organisation, avec un consultant, on y reviendra. Et ça peut être également des projets collaboratifs portés par le groupement clients-fournisseurs. Donc, vous voyez, le périmètre, la cible est la plus large possible pour avoir des cas d'études, un panel le plus représentatif de la réalité. Sur le processus global, alors comment on l'a phasé en deux. Ça s'appelle un appel à manifestation d'intérêt. Donc la première étape, c'est vous déposez votre manifestation d'intérêt à l'ADEME au fil de l'eau. On va l'ouvrir en juin pour une période de 6 mois. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire en avant-première. L'appel à manifestation d'intérêt n'est pas encore ouvert. Vous ne pouvez pas le trouver sur le site de l'ADEME et c'est volontaire. Nous, on souhaite aussi avoir vos retours. Vous êtes de nombreux consultants là connectés.
et des entreprises aussi. Donc, ça nous intéresse de voir comment ça match avec les projets ou les prospects que vous pouvez déjà avoir en cours ou engagés ou prêts à déposer. Donc, la première phase est relativement simple. Un dépôt de manifestation d'intérêt, on regarde si c'est dans les clous par rapport au cahier des charges, et on va vous présenter là, le cahier des charges. Et puis ensuite, on fait une instruction et les projets qui ont du potentiel ou qui nous semblent intéressants, on les auditionne. Parce que regarder un document écrit, c'est une chose, et puis avoir une discussion à l'échange, c'est une autre. Et donc, suite aux auditions, on fait part aux lauréats de la possibilité de poursuivre en phase 2. La phase 2, c'est une phase relativement classique de dépôt de projet d'éco-conception à l'ADEME. Il y a un volet technique à remplir, un volet financier à remplir, et c'est une demande de financement. Donc, vous déposez la description de votre projet et la demande de financement, et ensuite, il y a une instruction et un financement à suivre par l'ADEME. Donc, toute cette première phase, finalement, c'est vraiment là que c'est important de prendre le temps de voir si moi, consultant, j'ai tous les outils, toutes les méthodes. Moi, entreprise, je suis prêt à m'engager sur une période, on va parler, on va voir le calendrier après, mais de 1, 2, 3 ans. Est-ce que je rentre finalement dans ce cahier des charges et dans ce process? Et donc, c'est maintenant que ça se passe. Et dans les prochaines semaines, on va ouvrir l'appel à manifestation d'intérêt. Alors, j'en arrive aux critères d'éligibilité. Vous avez là à l'écran 7 critères et ça vous donne déjà une idée de ce qu'on souhaite et ce qu'on va pouvoir accompagner. Alors, je vais les détailler. Le premier, c'est éco-conception. Comme son nom l'indique, c'est un appel à manifestation d'intérêt sur l'éco-conception avancée. Donc là, on souhaite avoir des projets qui s'engagent à la fois sur l'identification des leviers d'éco-conception, l'identification de ce qu'il faut faire, donc un peu ce qu'on fait dans les diagnostics finalement, et puis l'expérimentation, la mise en œuvre de ces leviers d'éco-conception, donc généralisés à l'ensemble de l'entreprise, et un suivi. Donc on souhaite vraiment un projet d'éco-conception complet où il va y avoir une première phase d'état des lieux de diagnostic et puis ensuite de mise en œuvre de l'éco-conception avec une réduction de l'empreinte environnementale de l'organisation. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est, je vous ai parlé de sobriété. Et donc, si on veut avoir des manifestations d'intérêt dans lesquelles il y a des objectifs de sobriété. Alors, il y a plein de façons de faire de la sobriété en entreprise. C'est encore émergent, c'est pas forcément hyper cadré. Donc, nous, on va vous proposer des exemples, on va vous proposer des axes pour pousser la sobriété dans vos organisations. Et on souhaite que ce soit vraiment inscrit dès le départ dans la manifestation d'intérêt. Donc là aussi, sur la sobriété, on va y revenir dans la présentation. Le critère 3, c'est le critère de la double échelle. C'est un critère pour nous qui est très important parce qu'on a l'échelle de l'organisation, donc l'empreinte environnementale de l'organisation, l'amélioration de cette empreinte, la réduction des impacts de l'organisation, ça c'est la première chose. Et on veut vraiment faire le lien aussi avec l'éco-conception qui se décline plus à l'échelle de produits et services et qu'on souhaite amener à l'échelle de familles de produits, familles de services. Une organisation a plusieurs familles de produits. Donc là, on souhaite que l'éco-conception soit réalisée à l'échelle de la famille de produits et de la famille de services. Donc on a ces deux échelles. Et donc, du coup, on en vient au critère 4, qui est le critère expert en évaluation environnementale. Parce qu'on souhaite avoir une méthode, on souhaite voir dans les projets comment on évalue l'empreinte environnementale de l'organisation, comment on évalue l'empreinte environnementale de la famille de produits et services. Et au-delà de l'évaluation et au-delà du reporting, ce qui nous intéresse, ça va être la réduction de ces empreintes, ou de ces empreintes, de cette empreinte à double échelle, l'empreinte organisation et l'empreinte famille de produits. Et là encore, il y a l'empreinte environnementale de l'organisation,
On veut voir dans les projets que l'empreinte environnementale de l'organisation, elle vient à X% d'une famille de produits, à X% d'une autre famille de produits, et avoir ces contributions de toutes les familles de produits de l'organisation compilées dans l'ensemble à l'échelle de l'organisation. Cinquième critère, antériorité. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il existe encore des organisations qui ne sont pas dans la transition écologique. Donc tout le monde y est, un petit peu ou partiellement. On peut avoir des entreprises qui ne sont pas encore dans l'éco-conception, qui ne sont pas en cycle de vie multicritères. Ça peut être des entreprises, par contre, qui sont déjà très engagées en décarbonation, qui sont très engagées avec des objectifs sur la biodiversité, ou qui sont très engagées sur un enjeu environnemental significatif lié à leur activité. Et donc, on souhaite avoir des entreprises déjà engagées et avec cette ambition d'aller plus loin et de travailler sur l'ensemble des enjeux environnementaux, climat, air, énergie, sol, pollution, ressources, etc. Sixième critère, l'engagement du conseil d'administration. C'est un critère fort parce qu'on souhaite qu'il y ait vraiment un représentant dans le conseil d'administration, ou son équivalent, qui soit désigné, qui soit formé, qui soit en capacité de suivre, qui soit en capacité d'engager l'organisation à réduire cette empreinte environnementale et travailler sur l'éco-conception des familles de produits et de la sobriété. Et enfin, septième critère, alors on l'a mis en critère, ça montre que c'est assez fort, mais ce qu'il faut retenir, c'est entre 18 et des projets qui vont durer entre 18 et 24 mois. Donc, c'est des projets qui sont assez longs. Assez longs pourquoi? Eh ben pour dépasser cette première étape de l'évaluation, pour aller jusqu'à l'identification des leviers d'amélioration et pour mettre en œuvre ces leviers d'amélioration. Donc, on souhaite vraiment avoir des projets qui vont jusqu'à la réduction de l'empreinte environnementale de l'organisation, et c'est pour ça que, du coup, ça prend un petit peu de temps, et une période de au moins 18 mois nous semble nécessaire pour pouvoir mesurer un premier point et un deuxième de réduction. Et puis on limite à 24 mois, alors pas que pour des raisons budgétaires, mais aussi pour pas partir trop loin. Pour les projets de 3 ans, pour être plus compliqués à suivre et en reporting global, comme ça on va garder un ensemble assez homogène qu'on va pouvoir suivre de façon dynamique dans le temps. Et puis, j'ai envie d'ajouter, là, au-delà de l'AMI ou au-delà de ces 24 mois de projet, ce qui va être important pour nous, ADEME, c'est de capitaliser l'ensemble des projets qui vont être réalisés et de les suivre de façon globale. Et donc, le fait de limiter à 24 mois, ça va nous permettre d'ouvrir ensuite une deuxième étape après l'AMI d'évaluation. Voilà, donc bon, si vous avez des questions, comme disait Romain, c'est possible de les écrire et puis vous pourrez intervenir à la fin. Maintenant, je voudrais vous parler des aides, parce que c'est un appel à manifestation d'intérêt qui ouvre à du financement. Donc, pour la première phase, ce qu'on demande dans les dossiers, les manifestations d'intérêt qui sont déposées, c'est de nous dire, voilà, le budget prévisionnel s'étend, c'est un budget qui est sommaire, de nous dire le montant d'aide dont vous avez besoin pour mener à bien ce projet. Et puis ensuite, il y a cette audition et ensuite cette discussion, et on vous invitera à déposer un projet complet en phase 2. Donc, c'est le projet complet en phase 2 qui va faire l'objet d'un financement, et on vous demandera un volet technique détaillé et un volet financier détaillé. Et les dépenses éligibles, eh ben, c'est tout ce qu'on fait déjà, hein. Il n'y a pas de nouveauté sur la nature des aides et le montant des aides, les taux et les plafonds. On est limité en plafond à 150 000 € de dépenses éligibles, ce qui permet quand même un nombre d'heures et une prestation assez importante. Et je précise que c'est hors investissement. On a une autre ligne, il y a un autre dispositif d'aide à l'investissement dans le cadre de l'éco-conception. Et puis, il y a plein d'aides à l'investissement ADEME hors éco-conception également. Et je précise aussi hors action réglementaire,
parce qu'il commence à y avoir aujourd'hui aussi, par exemple, la CSRD, des obligations réglementaires sur l'évaluation, le reporting sur l'environnement, et donc ces dépenses ne sont pas éligibles. Mais ça, c'est une règle valable pour tous les projets. L'ADEME ne finance pas les actions réglementaires. Les taux, je les reprécise, on est à 60% de taux de subvention pour les grandes entreprises, 70% pour les moyennes entreprises et 80% pour les petites entreprises. Alors, pour conclure sur, voilà, sur ce qu'est l'AMI et un peu l'enveloppe, la forme, avant de rentrer dans le fond, ce que je voulais terminer par les bénéfices qu'il y a pour une organisation à postuler, à manifester son intérêt. Donc là, c'est un slide à la fois pour les organisations et puis pour les prestataires, les experts qui vont pouvoir aussi prospecter et auprès de leurs clients. Il y a 4 bénéfices principaux. Le premier, c'est on est dans une expérimentation. On est dans la construction d'un cadre méthodologique. Aujourd'hui, pour faire de l'éco-conception généralisée à tous les produits et services de l'entreprise, avec des objectifs de sobriété, et puis de dire voilà, quelle est la méthode environnementale, quelle est la méthode d'évaluation environnementale qui marche, quelle est la façon d'identifier des leviers d'éco-conception, quelle est la façon de mettre en œuvre des indicateurs de suivi de la sobriété. Ça n'existe pas. C'est entreprise par entreprise qui a organisé sa propre approche. Donc là, on souhaite vraiment mutualiser l'ensemble de ces approches, tester, expérimenter. Et donc, pour l'entreprise qui dépose une manifestation d'intérêt, c'est vraiment une contribution à un cadrage plus global. On souhaite vraiment élaborer avec tous ces projets qui pourraient être financés, on souhaite élaborer une méthode de généralisation de l'éco-conception à tous les produits et services de l'organisation et en expérimentant la sobriété. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est de la transition écologique, cycle de vie multicritères, sur lesquels on n'a pas encore de ligne directrice, de cadre à proposer. Donc ça va être un premier bénéfice de contribuer à ce cadrage. Le deuxième, il est financier, donc pour être accompagné sur ces travaux et avoir une subvention, notamment pour le temps interne, bien sûr, et aussi pour une prestation d'expert. Le troisième, c'est ne pas y aller tout seul. Il y a tellement de standards sur les évaluations environnementales, il y a tellement de méthodes, il y a tellement d'outils que ça va être aussi une opportunité pour les entreprises qui sont engagées de regarder ce que les autres entreprises font et puis de partager et voire de mutualiser et d'être un peu en avant-première sur un cadre plus global qui va pouvoir émerger. Alors, qui pourra, ou peut-être qu'on n'arrivera pas à faire émerger ce cadre global, mais au moins on se sera donné les moyens de travailler ce cadre. Et puis enfin, tout ce beau projet sur 2 ans, voire plus, l'ADEME reste aussi à vos côtés, organisation, pour vous accompagner dans la valorisation des résultats de cette expérimentation. Voilà, Romain, ce que je souhaitais présenter sur le cadre global de l'AMI, avant de rentrer maintenant plutôt sur le fond. C'est quoi une bonne manifestation d'intérêt? C'est quoi un bon projet qu'on souhaite voir émerger? Oui, juste avant d'enchaîner sur la suite, alors il y a plusieurs questions qui ont été posées. Je vois que certains ont commencé à répondre aux questions, mais alors on répondra à tout ça du coup à la fin du webinaire. Mais j'ai une question peut-être où là c'est un manque de compréhension. Euh, c'est la compréhension de la double échelle. Ça n'a pas forcément été bien compris. Ok. On peut revenir sur la diapo? Ouais. Alors, la double échelle, il y a l'échelle de l'organisation,
Souvent, c'est un point de départ pour faire du reporting environnemental. Quelle est l'empreinte environnementale d'une organisation? C'est ce qui se fait en RSE d'une façon générale. Et puis l'autre échelle, c'est l'échelle du produit. Et c'est ce qu'on fait souvent en éco-conception. Et ben, on va faire une analyse de cycle de vie d'un produit, et puis on va identifier les enjeux environnementaux significatifs, et on va réduire l'impact environnemental du produit avec ce produit éco-conçu. Donc, il y a l'échelle produit qu'on pousse ici dans l'AMI à la notion de famille de produits. Une organisation a plusieurs familles de produits. Donc, première échelle, premier niveau, l'organisation. Deuxième niveau, les familles de produits. Et toutes les familles de produits constituent l'activité de l'organisation, en plus avec les bâtiments, avec d'autres actifs de l'organisation. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on fait une évaluation environnementale à l'échelle d'une organisation, on n'a pas forcément une visibilité sur les enjeux environnementaux de chaque famille de produits. Donc ça manque si on reste à l'échelle de l'organisation. Inversement, si on est à l'échelle de la famille de produits, ou si on fait toutes les familles de produits de toute l'entreprise, on n'a pas forcément le lien, il manque un petit truc pour aller jusqu'à faire du reporting de l'empreinte environnementale de l'organisation. C'est souvent ce qui est demandé. Donc là, on veut travailler dans cette AMI sur les deux, à la fois l'échelle de l'organisation et à la fois l'échelle de la famille de produits. Est-ce que c'est Très plus bien. clair? Apparemment, oui. Ok. Alors, hop, on va continuer. Donc, le contexte a été posé. On est rentré un peu plus dans les détails du coup de l'AMI, donc à qui ça s'adresse, le processus, les critères d'éligibilité, les aides possibles. On peut du coup maintenant rentrer dans le détail sur quels sont les projets qui sont attendus du coup pour cette AMI. Ouais, ok. Alors, nous, on a déjà plusieurs attentes. On souhaite accompagner un nombre significatif, mais quand même réduit, d'organisations. Donc, notre curseur, il est entre 10 et 20 organisations qui pourraient être accompagnées financièrement, parce que ça représente aussi des enjeux financiers importants. Et puis, je pense qu'entre 10 et 20, on peut avoir un panel bien diversifié de standards, de méthodes, d'outils, de secteurs, de contexte, de maturité en éco-conception et en sobriété, de taille, etc. Et donc avec tout ce panel diversifié, on pense pouvoir voilà, expérimenter vraiment en profondeur des différentes méthodes pour contribuer, ce que je disais, après l'AMI, l'étape d'après, c'est ça hein, qu'il faut avoir en tête. L'étape d'après, c'est que cette dizaine ou cette vingtaine de cas d'études vont nous permettre de faire un retour d'expérience sur les forces, faiblesses, avantages et inconvénients de chacune des démarches. On ne sait pas si on va réussir à définir un nouveau cadre méthodologique, mais c'est ce qui nous anime. On est persuadé qu'avec l'expérience qu'on a depuis une vingtaine d'années sur l'éco-conception, avec l'analyse de cycle de vie, avec tout ce qui émerge aujourd'hui aussi sur les approches climat ou les approches biodiversité, ou voire les approches ressources, il y a une maturité qui commence à émerger pour pouvoir être en mesure de proposer un nouveau cadre méthodologique de transition écologique, hein, cycle de vie multicritère, à l'échelle d'organisation. Donc voilà nos attentes. Je vais maintenant rentrer un peu plus dans le cadre méthodologique qu'on propose. Donc ça, c'est un cadre qui va être fixe, imposé, qui va devoir être suivi pour chacune des manifestations d'intérêt. Mais c'est un cadre où il y a aussi une certaine souplesse, où on peut compléter, ou
peut être intéressant de tester quelque chose en plus ou d'adapter des points dans le cadre. Donc, il est inspiré de ACT. Je ne sais pas s'il faut représenter ACT, mais c'est Assessing Low Carbon Transition. Il y a ACT pas à pas qui existe aujourd'hui pour accompagner les trajectoires de transition des entreprises, des organisations dans leur transition écologique. Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup climat, mais ACT va aussi s'élargir et s'ouvrir aux autres enjeux environnementaux, comme la biodiversité notamment, ou les pollutions, ou l'eau. Donc, c'est un cadre finalement qui est assez robuste, développé par CDP avec l'ADEME, donc Carbon Disclosure Project. Et là, pour nous, c'est un cadre structurant en 5 étapes. Il y a la situation actuelle, enjeux et défis, vision, nouvelle stratégie, plan d'action. Et donc, dans le plan d'action, il y a la définition du plan d'action, la mise en œuvre et son suivi. Alors, on peut passer à la diapo suivante. On a ces 5 étapes. Donc, on demande aux manifestations d'intérêt de s'inscrire dans ce cadre avec les 5 étapes. Et ensuite, on propose, pour chacune des étapes, il y a plusieurs actions à réaliser. Et c'est là que réside finalement l'intérêt, la pertinence et l'originalité de chacune des manifestations d'intérêt qu'on va pouvoir prendre. On peut détailler assez rapidement là, les différentes actions. Alors, je l'ai adapté justement pour l'éco-conception avancée. Ce tableau-là, il existe déjà, hein, mais c'est l'approche générique issue de la méthodologie officielle ACT. Donc, dans le ACT inspiré que je vous propose pour l'éco-conception avancée, eh bien, dans l'étape de la situation actuelle, on peut faire une évaluation de la maturité de l'entreprise en éco-conception. On peut faire une évaluation de ses pratiques de sobriété. Et là aussi, sur la sobriété, on pourra fournir un ensemble de toutes les pratiques possibles à disposition aujourd'hui de l'entreprise pour pratiquer la sobriété. Pour la photo, enfin pour la situation actuelle, on peut aussi faire une action d'analyse de cycle de vie organisationnel, la CVO. Une ACVO, donc à l'échelle de l'organisation et à l'échelle de sa famille de produits et services. Donc, ACVO avec cette notion de double échelle. Donc là, on a la situation actuelle. Ça permet de passer à l'étape 2, qui sont les enjeux et défis, d'identifier les hotspots, les enjeux environnementaux significatifs, et de réaliser une analyse stratégique. C'est le moment de mobiliser la personne du CA qui est désignée par le CA pour être référent du projet. Ensuite, avec l'adhésion du CA, l'étape suivante, c'est de préparer une vision et une feuille de route stratégique, parce que ça va engager finalement, ça va au-delà de l'évaluation. Ce qu'on veut, c'est une trajectoire de réduction de l'empreinte environnementale de l'organisation. Et donc, c'est là que commence à se dessiner la vision et la feuille de route stratégique, qui sont ensuite traduits dans la stratégie avec des objectifs, des indicateurs pour suivre ces objectifs. Donc, l'organisation se fixe à court, moyen et long terme des objectifs mesurables d'amélioration de la performance environnementale. Le CA est engagé. Et enfin, la 5e étape, c'est la définition du plan d'action. Et là, on rejoint, alors pour ceux d'entre vous qui le pratiquent déjà, le diag éco-conception. Et bon, on peut faire une variante de ce diag éco-conception produit en le déclinant en une nouvelle version qui serait un diag éco-conception avancé à la double échelle, organisation et famille de produits, avec des objectifs de sobriété. Et là, ce plan d'action, il définit pour le court terme des solutions qui vont être analysées et chiffrées. Et enfin, je le disais au début, un des critères, le premier critère, c'est on veut que le plan d'action ne soit pas uniquement de la définition, uniquement du chiffrage, mais qu'il soit aussi un plan d'action mis en œuvre et suivi. Voilà, donc là, on a les 5 étapes du cadre méthodologique. Donc finalement, c'est un cadre assez pragmatique
qui est le même que ACT, qui est la méthode aussi que l'ADEME préconise hein, pour le sujet de la décarbonation, et que là, on est en train de tester à une échelle beaucoup plus large sur l'ensemble des enjeux environnementaux de l'entreprise. Alors, on peut aller un cran plus loin, parce que j'aimerais justement vous évoquer, pour finir, deux sujets, celui de la sobriété, et puis je vais terminer après la sobriété par les méthodes d'évaluation environnementale. Alors, sur la sobriété, qu'est-ce qu'on entend par sobriété? Pour nous, la sobriété, une entreprise qui se fixe des objectifs de sobriété, qui souhaite intégrer des pratiques de sobriété, eh bien, c'est une organisation qui vise à consommer moins de ressources, énergie, matériaux, terre, eau, etc., sur son cycle de vie, le cycle de vie de son activité. Et comment? En questionnant ses consommations, mais pas uniquement ses consommations, en questionnant également son modèle d'affaires. Et donc, elle contribue, en intégrant ses objectifs, elle contribue à éviter des émissions polluantes. Alors, ensuite, il y a une littérature qui est riche, abondante sur la sobriété dans le domaine des organisations, mais c'est encore c'est plus un sujet de recherche qu'un sujet business aujourd'hui, où il y a encore assez peu de retours d'expérience. Là, en faisant une revue biblio, moi, ce qui ressort, c'est 7 domaines d'action possibles pour mettre en œuvre des pratiques de sobriété. Alors, je vais les lister, mais ce que je veux dire avant tout, c'est que une entreprise qui n'est pas dans la sobriété aujourd'hui peut quand même postuler à l'appel à manifestation d'intérêt. Parce que peut-être qu'elle fait déjà des actions, donc ça c'est l'étape 1 de faire la photo de la situation actuelle, mais peut-être qu'elle est prête à aller plus loin et qu'elle est prête à tester, explorer différents domaines d'action. Les 7 domaines d'action que je vais lister maintenant sont, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas de priorité. C'est des domaines qui sont finalement indépendants les uns des autres. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait aujourd'hui des organisations qui couvrent l'ensemble de ces 7 domaines, mais encore une fois, les cas d'études, partir de réalités, de faisables et d'opérationnels, pour nous, ça va être très important pour avoir des exemples et bâtir notre méthode. Donc, les 7 domaines d'action possibles, le premier, c'est l'organisation questionne ses besoins. On parle beaucoup de sobriété énergétique en entreprise. Donc là, oui, bien sûr, mais ça va au-delà, hein. C'est aussi la sobriété foncière, c'est le questionnement des usages de l'eau. On a vécu des périodes de pénurie. C'est la mobilité. En fait, tous les besoins de l'entreprise peuvent être questionnés pour justement se mettre dans une démarche de sobriété vis-à-vis des ressources. Le deuxième domaine d'action, c'est le cœur de notre sujet, donc il va vous sembler assez évident, c'est l'organisation propose une offre de produits, services éco-conçus. Mais là, c'est une constante hein, quand on fait une revue des biblios sur la sobriété en organisation. C'est une bonne nouvelle de voir que l'éco-conception revient comme un levier important, incontournable pour mettre en œuvre des pratiques de sobriété. Le troisième, c'est la proposition de services et de conseils associés aux produits. Par exemple, comment bien utiliser mon produit, comment le réparer, comment le réparer moi-même, comment revenir, enfin voilà, tous les services qui peuvent permettre de soit travailler la durabilité du produit, soit mieux gérer la fin de vie, soit le conseil aussi à l'achat. Là, ça permet c'est des services complémentaires au-delà du produit éco-conçu, et ça permet une meilleure empreinte environnementale globale. Quatrième domaine, l'organisation promeut la sobriété auprès des consommateurs. Alors, par exemple, hein, l'incitation à consommer moins et mieux, ça peut être via des campagnes, enfin, avec l'objectif de favoriser des prises de conscience, avec des gestes qui peuvent être consommer localement des produits éco-conçus, ou
Il y a même certaines entreprises, on voit dans la biblio, qu'elles accompagnent le consommateur à l'autosuffisance et à son autoproduction. Donc là, ça peut être aussi des actions de l'organisation va vers la formation et de la sensibilisation. L'organisation définit une stratégie tarifaire volontariste. Ça peut être par exemple sur sa stratégie vis-à-vis des soldes ou sa stratégie vis-à-vis d'un prix fixe ou pérenne, ou sa stratégie pour montrer aux consommateurs le coût total de ces produits. Ça peut être aussi un domaine d'action, là, adapter les points de vente, par exemple, sur le point de vente, pour favoriser le lien avec les consommateurs, que les consommateurs partagent leur retour d'expérience autour de l'éco-conception, autour de la consommation responsable. Et enfin, l'organisation développe des synergies avec d'autres acteurs au sein d'un écosystème résilient. Alors, ça peut être un écosystème territorial, ça peut être aussi les acteurs de sa chaîne de valeur. Une organisation seule va pouvoir faire moins de choses que si elle travaille en synergie avec les autres. Et donc, parfois, c'est avec les autres qui bougent que la sobriété ou l'impact va pouvoir être plus fort. Donc voilà, pour préciser la notion de sobriété. Et là, ça reste encore assez général, mais vous aurez dans le texte de l'appel à manifestation d'intérêt qui sera en ligne tous ces points-là qui seront détaillés et illustrés. Et c'est vraiment à considérer comme une boîte à outils, un exemple d'action et à tester dans des conditions réelles avec le projet qui pourrait être retenu. Et je voudrais terminer la description des projets attendus par ce qu'on préconise dans le cadre méthodologique à suivre. Alors, ce qu'on préconise pour faire de l'évaluation environnementale, c'est une démarche, ça ne surprend pas quand on est en éco-conception, mais c'est une démarche cycle de vie multicritère. Là, on parle d'organisation, donc il existe l'ISO 14072 sur la CV organisationnelle, une norme qui sera publiée au niveau ISO d'ici la fin de l'année, mais qui est déjà accessible dans sa version spécification technique de 2015. Donc c'est une norme qui a été aussi beaucoup utilisée. Enfin, dans la littérature, on retrouve un nombre important d'études de cas réalisées et qui s'avèrent pertinentes pour identifier à l'échelle des organisations et voire des familles de produits l'impact environnemental. Et une fois qu'on a cet impact environnemental, on identifie là où il y a les principaux enjeux. Et quand on a les principaux enjeux, on peut réduire ces enjeux avec des leviers. Donc voilà, je cite la norme parce que pour nous, c'est un cadre de référence qui a peut-être été sous-utilisé aujourd'hui en France, mais de toute façon assez naturel aussi. Nous, dans les aides ADEME, on était sur les produits, donc on ne fait pas une ACV organisationnelle quand on est sur les produits. Et donc là, cet AMI permet ce changement d'échelle et de recourir à l'ACV organisationnelle. Une variante qui est le cadre développé par la Commission européenne, OEF, pour Organizational Environmental Footprint, qui peut être suivi à la lettre, et qui peut être OEF compliant et poursuivre l'ensemble des règles de la Commission européenne. Il y en a un sur retail et il y en a un sur le cuivre, mais qui ont été développés dans la phase pilote par la Commission européenne il y a quelques années déjà, où ça peut être inspiré de OEF. Et puis enfin, une méthode développée en open source par Puma et puis déployée au sein de Kering, EPL, Environmental Profit and Loss Account, et je crois qu'il y a des consultants là, qui l'ont pratiqué, qui permet de faire cette empreinte environnementale à l'échelle de l'organisation et de convertir les résultats d'impact de les monétariser pour présenter à l'organisation des valeurs en euros. Voilà, donc ces méthodes-là sont par nature des méthodes déjà cycle de vie multicritère à l'échelle de l'organisation et qui sont prêtes à emploi, j'ai envie de dire, pour faire cette étape 1 de la photo de la situation actuelle et puis être utilisée tout au long des étapes et du projet.
Pour info, Romain, on peut annoncer aujourd'hui la date du 3 juin. Oui, Donc, tout à fait, oui. Mm. rendez-vous pour tous les consultants ou voilà, tous les experts intéressés par une masterclass sur l'ACV organisationnel. Vous aurez un panel d'experts qui viendront vous présenter le cadre conceptuel, l'ISO qui viendra présenter la norme, des retours d'expérience sur la mise en œuvre, les erreurs à ne pas faire et ce qu'on peut retirer d'une ACV organisationnelle. Donc rendez-vous le 3 juin, c'est bientôt pour cette masterclass et les invitations vont bientôt partir, Romain. Oui, c'est ça, on n'a pas encore communiqué sur le sujet, mais donc on n'a pas encore créé le lien pour pouvoir y accéder. Je réponds déjà quand même à une question. Mais dès que ça sera fait, on le fera dans les prochains jours. On communiquera du coup via nos réseaux pour l'éco-conception et on lancera les invitations avec du coup le lien pour y accéder. Donc c'est le jour des avant-premières, hein. Vous l'avez mis en avant-première avant qu'il soit publié et on pourra utiliser vos retours aussi pour le faire évoluer et l'ajuster. Et cette info sur la CV, la masterclass ACV organisationnelle. Et je termine par aussi, on ne se limite pas à ces méthodes déjà cycle de vie multicritères en organisation. On ouvre l'AMI à d'autres méthodes. Ça nous semble vraiment important là de pas se limiter, de pas se fermer. Il y a des organisations qui font aujourd'hui des bilans GES, qui suivent le GHG protocole ou font des bilans carbone. Alors ça peut être parce que réglementaire, mais pas forcément. Donc là, il y a déjà des évaluations sur le climat. Il y a aussi des évaluations des impacts sur la biodiversité. Alors ça foisonne un peu, mais on va autoriser les organisations à venir avec des méthodes d'évaluation environnementale sur la biodiversité. Si c'est un standard qui est reconnu, donc là aussi, on listera les standards qu'on reconnaît, et il y en a plusieurs, enfin, ils ne sont pas non plus nombreux. On peut citer CDP, euh, Carbon Disclosure Project, qui travaille sur un système de reporting sur la biodiversité. On peut citer aussi les ESRS et les normes, les standards européens là, de la Commission européenne pour faire les déclarations CSRD. On peut évoquer aussi SBTN. Alors, il y avait Science Based Target pour le climat et il y a maintenant Science Based Target pour la nature. Donc voilà, tout ça, ce sont des standards qu'on va demander de suivre pour les organisations qui ont un autre cadre d'évaluation que l'ACV organisationnel et qui souhaitent vraiment utiliser ce cadre-là parce que c'est justifié, parce que c'est approprié à leur organisation et à leurs enjeux environnementaux. La seule contrainte, si on veut qu'on va mettre, c'est que ce soit pas monocritère, donc il n'y ait pas qu'un bilan GES, mais qu'on ait bilan GES plus évaluation sur les écosystèmes. Ou s'il n'y a que les écosystèmes, et ben que ce soit l'écosystème plus aussi le climat et les autres, ou ça peut être aussi sur les ressources. Donc, tout va vraiment, faut bien choisir la méthode d'évaluation environnementale dans le projet qui correspond aux vrais enjeux environnementaux de l'activité de l'entreprise. Et même, on peut aller encore un cran plus loin, il y a les impacts de l'activité de l'entreprise sur l'environnement, et aussi la dépendance de l'entreprise aux enjeux climatiques. Et donc, on peut travailler aussi dans l'AMI sur les impacts et la dépendance de l'organisation. Voilà ce que je voulais présenter euh, pour rester dans les temps et garder un petit peu de temps pour les réponses. Il y a aussi les prochaines étapes. Ah oui, Ouais, on passe rapidement dessus et ensuite du coup rapidement, parce que j'ai déjà annoncé que on l'ouvre là au mois de juin. On va le clôturer en décembre. Déposez vos manifestations d'intérêt dès que vous êtes prêts. Nous, on va les regarder au fil de l'eau. On propose des auditions rapidement aux porteurs
de manifestations d'intérêt qui retiennent notre attention. Les auditions permettent d'en savoir plus, de poser des questions et d'affiner et de le travailler ensemble. Et puis ensuite, les lauréats de la phase 1 seront invités à déposer à la phase 2. Donc on ouvrira aussi, il y aura Torga 1 et Torga 2 sur le site de l'ADEME. Et donc pourront déposer à Torga 2 ceux qui ont eu une notification ils sont lauréats de la phase 1. Voilà, pour déposer un projet complet. Donc ouverture en juin. Si vous êtes prêt en juin, déposez en juin, mais enfin, il n'y a pas d'urgence non plus, hein, on préfère avoir des dossiers propres et clairs, plus complets possible. Donc ça peut être septembre, et puis audition à partir de septembre, et dépôt de projet dans le mois ou les 2 mois ou 3 mois qui suivent, hein, suivant les échanges qu'on peut avoir. Voilà pour les prochaines étapes. On est prêt. Voilà. Donc, Et puis il reste. on permettra peut-être quelques ajustements suite à la réunion d'aujourd'hui, et puis au retour aussi que vous pouvez nous faire, hein, dans les prochains jours, prochaines semaines, si vous n'avez pas l'occasion là d'échanger en direct aujourd'hui. Très bien, merci Erwan. On a pas mal de questions, il reste peu de temps, on va essayer de répondre au maximum de vos questions. Je vais reprendre du coup dans l'ordre, il y a des questions dans la conversation et aussi au niveau du QR. Une des premières questions, ça a été que on a dit que l'AMI du coup n'était pas encore communiquée. Comment pourrons-nous être informés de son lancement? Est-ce que par exemple il y aura un mail envoyé aux participants? Alors nous, on va communiquer du coup sur nos réseaux, au pôle éco-conception. On peut envoyer un mail aux participants, aux inscrits du webinaire pour informer du lancement de l'AMI. Oui, tout à fait. On pourra le faire. Ouais. Et je complète, sinon il sera en ligne sur le site officiel de l'ADEME, qui est Agir pour la transition écologique, et c'est là que vous avez toutes les aides de l'ADEME. Et donc avec l'acronyme TORGA, vous trouverez rapidement l'appel à manifestation d'intérêt. Et ben, la même personne a posé aussi une question. Donc alors je vais vous citer, hein, excusez-moi si j'écorche un peu votre nom. Donc c'est Thibault l'Ancien toujours qui pose la question, quelle est la différence? Alors, on a peut-être déjà un peu répondu à cette question, mais quelle est la différence entre cette AMI et le DIAG, éco-conception de la BPI? Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais voilà, Non. puisque c'est la même Oui, personne qui a oui. posé la question. Alors, le DIAG éco-conception BPI, c'est réservé aux PME. C'est un DIAG 18 000 € pour identifier les leviers d'éco-conception sur un produit, uniquement un produit, selon un cadre méthodo, une démarche qui est standard, qui va être la même pour tous les DIAG. Et il y a déjà plus de 150 DIAG qui ont été réalisés depuis le lancement l'année dernière. Et donc ici, l'AMI, c'est vraiment, ça va être exploratoire à l'échelle d'une organisation, à l'échelle d'une famille de produits, et en allant sur la sobriété. Et donc on va co-construire, enfin, chaque projet est un cadre méthodo. Et donc on va, avec ces 10-20 projets qu'on va pouvoir accompagner, et ben on va faire un méta-cadre méthodo, et on va regarder s'il y a possibilité de standardiser un cadre méthodologique de l'éco-conception à l'échelle d'une organisation. Très bien. Une autre question, cette fois-ci d'Oriane Rupli. Est-ce que l'ADEME accompagnera les porteurs de projets en matière de méthodo, où les déroulés ou les moyens mis en œuvre des projets doivent être déjà totalement définis pour déposer l'appel à manifestation d'intérêt? Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, accompagner sur le développement de cadre méthodo. On vous demande de nous dire quel est le cadre méthodo qui va être suivi. Si c'est l'ACV, le cadre méthodo, il est fixé par la norme. Donc là, il n'y a pas de question. Si vous développez vous-même votre propre cadre méthodo, là, ça va peut-être être un petit peu compliqué sur l'évaluation environnementale. Mais on fournira le standard à respecter. On dira quelles sont les méthodes éligibles qu'on souhaite. Et ensuite, le cadre méthodo, je vous l'ai présenté, là, ce sont les 5 étapes de la situation actuelle jusqu'au plan d'action.
Donc, c'est ça ce cas de méthode à suivre. C'est à vous de nous dire comment vous prévoyez de le réaliser. Donc, de la manifestation d'intérêt, on s'attend à ce que vous suiviez et précisiez ce cadre méthodologique. Et ensuite, ce sont pendant les 2 ans du projet qui va être réalisé et mis en œuvre. Bien. Il existe déjà un dispositif mis en œuvre de l'éco-conception avec des aides équivalentes. Est-ce qu'on confirme que ce dispositif est maintenu et que l'AMI introduit un nouveau dispositif? Oui, je confirme, c'est maintenu. Tout ce qui existe est maintenu. Et c'est ce que j'appelle l'éco-conception standard ou sur mesure. Donc, tout ce qui est pré-diag, premier pas, diag, et tout ça existe et est maintenu. Et déposez vos projets, on les attend. Là, ça va être un cran plus loin. C'est l'éco-conception avancée, donc généralisée et sobriété. Donc, on est un peu plus exigeant. Très bien. Les travaux en R&D peuvent-ils être des dépenses éligibles, notamment les travaux externalisés par des laboratoires dédiés? Je ne vois pas trop quelle nature de travaux, quels sont les travaux de R&D qui seraient nécessaires, mais enfin, pourquoi pas? Il n'y a pas de contrainte là-dessus. Enfin, à regarder au cas par cas pour bien comprendre en quoi la R&D va aider. Si c'est de la R&D pour faire une méthode de caractérisation des impacts, là, c'est peut-être un peu compliqué. Enfin, après la réunion, moi, je veux bien prendre aussi des questions. Vous avez mon mail et n'hésitez pas à me solliciter en direct hein, pour qu'on regarde si c'est dans le cadre ou pas. Tout à fait, j'allais rebondir dessus. On n'aura pas forcément le temps de répondre à l'ensemble des questions. Donc, si jamais on n'a pas répondu à vos demandes, n'hésitez pas du coup à nous recontacter par mail. Après, nous, en sauvegarde du coup les questions posées. On pourra aussi par la suite, Erwan, hein, tu me diras, mais prendre un moment pour voir l'ensemble des questions et pouvoir donner la possibilité de vous répondre. Euh, ensuite, alors c'est une remarque aussi, c'est pas évident de diagnostiquer, d'identifier les leviers, de mettre en œuvre, de faire le bilan à l'échelle d'une organisation en 18 à 24 mois. Donc est-ce que la quantification des actions mises en œuvre peuvent se restreindre à une typologie produit par exemple? Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Dans le cas des grands groupes ou ouais, quand l'activité est suffisamment large, on sait bien que c'est pas un petit projet à 150 000 € de dépenses totales qui va faire l'affaire. Donc, on veut tester l'approche, tester la méthode, donc choisir le bon périmètre. C'est pas forcément toute l'activité de l'entreprise. Là, on l'entend bien. On peut répondre aussi à une autre question. Est-ce que dans le critère 4, alors je vais y revenir, il y a la notion de montée en compétence d'un référent sur l'ACV? Mais critère 4, c'est expert en évaluation environnementale. Hmm. Donc, nous, on veut s'assurer qu'au démarrage du projet, l'entreprise, l'organisation, aura un prestataire qui est rompu, qui va être vraiment son expert de référence pour faire l'évaluation environnementale de sa famille de produits éco-conçus et de son organisation. Et donc, c'est là qu'il faut bien se positionner au départ. Est-ce que c'est de l'ACV organisationnel? Est-ce que c'est un GHG protocole et une empreinte biodiversité? Voilà, donc il faut bien choisir au démarrage le cadre de l'évaluation environnementale et l'expert doit être, doit être déjà expert. C'est pas un expert qui va être formé pendant le projet. Là où il y a moins d'expertise, c'est sur la sobriété ou sur des indicateurs de sobriété ou des plans d'action de sobriété et de l'évaluation environnementale des bénéfices de la sobriété ou des émissions évitées. Enfin voilà, comment on calcule l'impact environnemental de la sobriété. Là, il y a encore moins d'expertise aujourd'hui, donc là, ça va se faire au cas par cas. On regardera ça dans un deuxième, enfin,
on s'assurera qu'il y a une capacité à traiter le sujet de la sobriété aussi. Et j'ai une question de Stéphane qui l'a aussi posée dans QR. Est-ce qu'on peut détailler les conditions d'éligibilité, notamment pour les projets clients et fournisseurs, notamment le périmètre géographique pour la partie fournisseur? Il y a plusieurs questions. Est-ce que déjà tu as une réponse là-dessus? Ouais, alors, périmètre géographique, en général, les aides ADEME vont à des entreprises françaises, comme on est sur fonds publics. Parfois, dans certains projets, on peut financer, c'est des cas exceptionnels, des partenaires étrangers parce qu'il n'y a pas l'équivalent sur le territoire national. C'est des cas bien particuliers qui sont encadrés. Donc le cas des projets en partenariat, si le partenaire étranger ne demande pas de financement, il n'y a aucun souci. Après, à voir au cas par cas, s'il y a un financement derrière. Euh, Ouais, oui, j'ajoute vas-y. que l'entreprise, l'organisation qui dépose le projet, c'est vraiment elle qu'on va financer. Et donc l'expert, c'est un prestataire. Le fournisseur, c'est domaine textile, de ce que je comprends. Le fournisseur, là, à voir quelle va être son application dans le projet, mais la finalité du projet et le plan d'action, c'est vraiment le plan d'action de l'organisation, même dans le cadre d'un partenariat. Très bien. Pour ceux du coup qui doivent partir, je vais répondre à une question. Du coup, il sera possible, ce qu'on fera, c'est qu'on fera une synthèse des questions-réponses, qu'on vous enverra par la suite, et du coup, on pourra vous envoyer en même temps le lien pour assister à la masterclass si vous le souhaitez. Voilà, pas de souci pour ça. Est-ce qu'il y aura des quotas sur le nombre d'entreprises à financer par secteur de l'économie? Non, il n'y a pas de Mm. quota. Nous, Mm. on a une limite budgétaire, hein. On ne va pas pouvoir financer beaucoup plus que 15 projets ou 20 si c'est des projets qui ne vont pas au plafond des aides. Donc, il n'y a pas de quota et ça va être premier arrivé, premier servi. Mais vous précipitez pas non plus, parce que c'est un peu atypique. Enfin, c'est nouveau comme périmètre et comme objectif. Donc, là, on est en mai, enfin mai-juin, discuter, maturer, échanger avec vos prestataires ou avec vos clients, évidemment solliciter nous aussi, Romain et Mm. moi-même, et puis on peut vous accompagner en vue du dépôt de projet, en vue du dépôt d'une manifestation d'intérêt. Ne vous précipitez pas, parce que ce serait dommage, mais si on se rend compte qu'en octobre, octobre-novembre, on a atteint le budget, et ben on fermera plus tôt, mais ce sera une bonne nouvelle. Je vais aussi répondre à une question, je crois que je l'ai vu passer. Ah oui, est-ce qu'il y aura une deuxième date pour la masterclass? Parce que oui, j'imagine que du coup, tout le monde ne pourra pas être présent. Moi, ce que je peux dire, c'est que normalement, la masterclass sera enregistrée. Voilà. On peut, du coup, vous pourrez par la suite voir la vidéo de la masterclass si vous ne pouvez pas y avoir accès. Enfin, si vous ne pouvez pas vous inscrire pour y assister. On va répondre du coup à une dernière question. Hop. Ah oui, parmi les pratiques de sobriété, est-ce que le cas suivant peut-il être considéré? Par exemple, un fournisseur qui change de marché, de client, pour se tourner vers des marchés qui ont plus de sens d'un point de vue environnemental. Alors, donc là, c'est une transition vers un nouveau marché, c'est une évolution de son modèle Mm. d'affaires, c'est un changement de positionnement de son offre. Euh, ouais, enfin, moi, je pense que c'est un bon début. Il me manque après, c'est pas parce qu'on est sur un nouveau marché qu'il n'y a plus rien à faire. Et donc comment lui aussi se différencie, comment il va jusqu'au bout du bout et comment il questionne son modèle d'affaires, comment il questionne aussi là, il questionne son modèle d'affaires, comment il questionne son site,
dans ses consommations. Il y a plein d'axes à explorer. Et donc, c'était l'objet là des 7 domaines d'action possibles. Le jour de l'audition, on vous challengera sur ces 7 domaines d'action. Mais oui, effectivement, c'est le changement d'une offre et aller vers une offre à plus faible impact et va dans le bon sens. Très bien. Eh ben, alors, il est déjà 14h37, on va s'arrêter là. Mais voilà, on va du coup faire une synthèse du coup des questions et du coup des réponses de la réponse et on pourra vous les envoyer par la suite. Voilà. Merci du coup de votre présence. Merci Erwan pour ces explications. Merci Romain, merci Mm. aux questions, Et, aux questionnaires et aux présents. et n'hésitez pas du coup aussi, vous avez notre adresse mail. Si vous avez des questions, d'autres questions par la suite ou des interrogations, n'hésitez pas du coup à nous contacter. Merci, bonne journée et au revoir. Bonne journée.